Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler d'investissement locatif et plus particulièrement de financement. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que là, on va voir tout ce qui est intéressant autour du financement. Alors déjà, on commence par prendre un petit peu de recul et par parler de qu'est-ce qu'on gagne réellement quand on fait de l'investissement locatif. Donc par exemple, quand vous faites un investissement et que vous allez acheter un bien 100 000 euros, vous allez l'emprunter, disons, sur 20 ans quand c'est du locatif. On peut bien sûr aller plus loin, on verra ça plus tard. Et du coup, avec ces 100 000 euros, vous allez rembourser par mois, si vous empruntez la totalité, vous allez pouvoir générer 300 euros de capital par mois. Si vous avez 500 000 euros, 1 500. Si vous avez 1 million d'euros, 3 000 euros. Si vous avez 3 millions d'euros, 9 000 euros. Donc ça, c'est ce qu'on peut regarder aujourd'hui quand on fait un investissement avec les taux actuels. Donc moi, j'ai pris du 3,30 sur 20 ans. Ça a tendance à baisser et là, on est très content. On va vers les 2% sur le 20 ans. Je pense qu'on va les atteindre cette année. On va voir en fonction de ce qui va se passer. Mais bref, là, vous avez un ordre d'idée des chiffres que vous pouvez gagner. Donc si vous voulez faire 3 000 euros par mois de gain en capital, il faut investir 1 million d'euros. Bien sûr, en fonction de comment vous faites vos investissements, si vous le faites vous-même en direct ou si vous le faites par l'intermédiaire d'une entreprise, donc par exemple d'une SCI à l'IS, il faut faire attention parce que votre gain en capital sera potentiellement refiscalisé derrière et c'est ça le gros enjeu. Donc le mieux en tout cas pour le gain en capital, c'est si vous achetez en nom propre et que vous détenez le bien 20 à 30 ans, finalement vous allez payer très très peu d'impôts à la fin et du coup votre gain en capital est quasiment ce que vous avez comme patrimoine net à la fin. Par contre, si vous faites ça sous une entreprise, donc une SCI à l'IS ou un autre type d'entreprise, ça peut être une SAS immobilière par exemple ou encore autre chose, là, eh bien, ça risque d'être un petit peu plus compliqué en termes de calcul d'impôt. Vous allez faire une plus-value qui sera de l'ordre quasiment du montant de votre investissement. Donc là, on va prendre par exemple 100 si c'est la valeur de votre bien. Grosso modo, ça dépend de où vous achetez, mais vous allez amortir 80% de ce bien-là. Il vous restera 20%, donc 20 000 euros sera la valeur de votre bien final. Du coup, quand vous allez revendre, vous allez devoir payer des impôts sur 80 000 euros. Et là, si vous êtes en SCI à l'IS ou dans une entreprise à l'IS, vous allez taper deux éléments de l'IS. Donc le premier, vous allez payer 15% sur vos premiers 47 000 euros à peu près. Et ensuite, vous allez payer 25% d'impôts. Une fois que vous avez payé ces impôts-là, il va falloir sortir l'argent si vous voulez sortir l'argent. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Dans la plupart du temps, on ne sort pas cet argent-là, on le refait fonctionner dans l'ensemble de ces entreprises. Mais en tout cas, si vous voulez le sortir pour vous, ça dépend de votre montant d'impôt sur le revenu. Mais pour la majorité d'entre nous, on va payer le PFU, donc 30% d'impôt en plus. Donc au minimum sur cette opération, sur la quasi-totalité de votre bien, vous allez donc payer 15% plus 30%, donc vous allez payer 45% d'impôt, donc environ 50% d'impôt sur le gain en capital qui a été fait. Donc je voulais vous donner un petit peu ça pour que vous ayez un overview, mais vous avez effectivement ce gain en capital. Si vous le faites de certaines façons, vous allez vraiment réaliser ce gain en capital, mais dans d'autres cas, ce sera un petit peu plus compliqué. En même temps, vous avez un gain en cash flow. Donc le cash flow, c'est quoi? C'est simplement ce qui vous reste tous les mois, une fois que vous avez payé toutes vos charges et tous vos flux en fait sortants, donc toutes les charges ainsi que l'emprunt. Donc si vous avez un loyer à 1000, que vous avez un emprunt à 500, vous avez 500 de différence et disons que vous avez des charges de 100, il vous restera du coup 400 à la fin. Donc 1000 moins 600, c'est 400. Et ça, ce 400, c'est votre cash flow. Les bons objectifs de cash flow qu'on peut avoir aujourd'hui, si vous êtes vraiment poussif sur de l'investissement du coup classique, donc ça va être de l'immeuble de rapport, un immeuble simplement en location nue. Ça peut aussi être des colocations que vous pouvez faire à plusieurs endroits, principalement. Le Airbnb, ça fonctionne un petit peu différemment, mais pour 100 000 euros d'invest, pour avoir 300 euros de cash flow. En fait, c'est exactement la même chose que le gain en capital qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, c'est marrant. Les deux courbes se croisent. Donc pour 100 000 euros d'invest, vous allez avoir 300 euros de cash flow si vous êtes au taquet. 500 000 euros d'invest, vous avez 1 500 euros de cash flow. 1 million d'euros d'invest, vous avez 3 000 euros de cash flow. 3 millions d'euros d'invest, vous avez 9 000 euros de cash flow.
Les 2 s'additionnent. Donc d'un côté, vous avez un gain en cash flow et puis de l'autre côté, vous avez un gain en capital. Donc pour 100 000, vous faites 600 de cash flow. Pour 500, vous faites 3 000 € de cash flow. Pour 1 million, vous faites 6 000 € de cash flow. Et pour 3 millions, vous faites 18 000 €, pardon, pas de cash flow, mais de gain total sur l'opération. Donc un gain en capital et un gain en cash flow. Attention, dans toutes les hypothèses que je vous ai données là, on a pris simplement des biens qui ne prennent pas de valeur avec le temps et qui restent stables. Donc c'est assez conservateur. Moi, je fonctionne globalement comme ça sur la plupart de mon patrimoine en me disant que ça ne prendra pas de valeur dans le temps et que ça restera stable. Après, c'est possible qu'en fonction de votre stratégie, donc il y en a plein qui existent et d'ailleurs on reviendra dessus, que vous fassiez différemment. Bref, une fois qu'on a vu tout ça, on se dit: «OK, moi ce qui m'intéresse dans ma vie», alors moi je ne sais pas pour vous, mais moi ce qui est significatif pour moi, ça va être du 2 000 – 3 000 € par mois. Je me dis que c'est intéressant. Peu importe, finalement le salaire que vous avez aujourd'hui, 2 000 €, alors peu importe, dans les trainings que j'ai, par exemple dans les coachings, je vais avoir des gars qui font du M&A qui sont à 18 000 – 20 000 € par mois et je vais avoir des personnes qui sont à 2 000 € par mois. Donc là, c'est des personnes qui, par exemple, commencent ou n'ont jamais pris des jobs qui étaient orientés autour de l'argent. Donc je peux avoir ça, j'en ai beaucoup moins, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont dans les 3 000 – 4 000, qui font du conseil et cetera, qui sont dans la tech. Tout ça pour dire que généralement les 2 000 – 3 000 €, ça parle à même la personne qui gagne 20 000 € par mois, 2 000 € par mois, ça lui parle, c'est significatif, c'est quelque chose, ça peut changer, dans son quotidien. Ça peut, par exemple, payer des études des enfants. Si vous voulez une école, par exemple, à Paris, un peu enfin privée et cetera, c'est du 1 000 – 2 000 € par mois, l'école. Donc ça vous permet, par exemple, de, financer les études, de vos enfants. Bref, du coup, nous, ce qui va nous parler ici, ça va être du 500 000 € d'investissement pour avoir du 1 500 € de cash flow et 1 500 € de gain en capital. Donc c'est ça qui va nous parler. Ou du 1 million d'euros. 1 million d'euros, donc on aura 3 000 et ça dépend ce qu'on fait comme type d'invest. Par exemple, il y en a certains d'entre vous qui ne vont pas faire des invests à fort cash flow. Il y a plusieurs stratégies qui existent. Ça peut être de faire des investissements en Île-de-France avec, alors il faut les trouver en Île-de-France, mais avec finalement un cash flow très ridicule. Vous allez avoir 50, enfin très ridicule, pardon, vous allez avoir 50-100 € de cash flow. Et du coup, ça va vous permettre simplement d'avoir un bien et que ce bien, en fait, capitalise dans le temps. Quand vous savez ça, l'essentiel maintenant, c'est d'aller chercher de la dette, d'aller chercher de l'argent. La dette, c'est quoi? Vous pouvez visualiser, imaginez, vous avez un bateau à voile. Le bateau à voile, vous avez une voile qui fait 3 mètres. OK, avec votre voile de 3 mètres, vous pouvez aller à une certaine vitesse, vous avez le vent, vous avez une prise au vent qui est significative à la hauteur des 3 mètres. Vous voulez aller plus vite, alors il y a plein de façons de le faire, on peut améliorer la coque et cetera, mais on peut travailler la voile et on peut augmenter la taille de la voile. Plus vous allez augmenter la taille de la voile, plus vous allez avoir de vent et plus vous allez pouvoir aller vite. C'est exactement la même chose avec l'endettement. L'endettement, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors attention, parce que d'aller très vite, si vous faites des bons investissements, c'est super. Disons que pour chaque investissement, vous gagnez, vous faites effectivement ces 300 € de cash flow pour 100 000 € d'investis. Vous faites 3 millions, vous faites 9 000 € par mois. OK, fantastique. Par contre, si vous faites des investissements où vous avez 300 € en moins, ben, vous faites 3 millions d'investissements, vous avez 9 000 € par mois à payer en plus. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne marche pas. Vous allez être limité. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à ces investissements et s'assurer qu'on va sur des investissements en cash flow. En tout cas, ça dépend ce qu'on veut faire, mais des investissements en cash flow et des investissements en gain en capital. Le premier élément, nous, ce qu'on va vouloir, c'est augmenter du coup, c'est déjà savoir trouver ces invests. Donc là, vous avez plein, il faut aller sur le terrain, il faut faire des visites, il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre quelles sont les zones qui sont intéressantes, il faut venir dans le training. Venez, moi je vous attends. Vous avez les liens en dessous, vous avez les liens. Vous pouvez aller aller sur LinkedIn, j'en poste assez souvent. Et sinon, vous avez concrètement la faculté à lever de la dette et avancer. Alors, on va revenir ensemble tout de suite sur 25 éléments qu'il faut retenir autour de l'investissement, autour de la dette. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire ça. Premier élément, c'est s'arrêter après 3 refus. Alors, quand on commence, généralement, et c'est tout à fait normal, enfin, moi je me rappelle, on commence, et puis je vous vois, vous, commencer autour de l'investissement. On va aller voir une banque et on s'adresse à un expert. Du coup, quand on s'adresse à un expert et que l'expert va nous dire: «Bon, bah, non, vu votre dossier, là, je ne peux pas vous prêter», ou «Votre dossier ne marche pas», ou même, de temps en temps, si vous faites des demandes en ligne, vous n'avez même pas de retour concret, on vous dit juste simplement: «Votre dossier ne marche pas». Et là, du coup, quand on a un retour comme ça et un refus, on va se dire: «Bah, zut, il y a un expert qui s'est positionné sur mon dossier et il m'a dit: "Je ne peux pas emprunter, du coup, je ne vais pas réussir à emprunter"». Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Même si vous avez deux refus, même si vous en avez 3, il faut continuer, il faut aller se battre pour aller obtenir, ces dossiers bancaires.
Il faut simplement se dire que la réalité, ce n'est pas d'aller voir une seule banque pour obtenir un crédit. La réalité, c'est d'aller voir 3, 5, 6 banques pour aller voir un crédit. La majorité d'entre vous, ça va marcher largement avant de faire ces 3 banques, voire ces 6 banques. Même dès la première, en fait, vous allez avoir une offre pour la majorité d'entre vous. La seule problématique, c'est qu'il faut toujours avoir des offres complémentaires autour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas plein de choses. Alors, je vais vous donner des petits exemples. Il y a des banques qui ont des stratégies différentes et ce n'est absolument pas lié à votre profil. Des banques vont simplement ne plus avoir de capacité à faire des emprunts immobiliers à ce moment-là parce qu'elles ont octroyé beaucoup d'emprunts immobiliers dans l'année. Donc là, on est en début d'année, là, au moment où je fais ce podcast, mais en fin d'année, c'est souvent le cas. Du coup, vous allez avoir par exemple le crédit agricole, un des crédits agricoles de 3, et là, on va vous dire, ah bah non, on ne peut pas vous prêter. Et on va vous dire, on ne peut pas vous prêter parce que bon, le dossier est un peu compliqué, etc. Mais en réalité, derrière, ce que vous ne savez pas, c'est que votre dossier, il aurait sûrement passé, il serait passé 6 mois avant, mais là, il ne passe pas simplement parce qu'ils n'ont plus de capacité, ils n'ont plus d'emprunt à donner, ils ont déjà tout donné. Donc ça, c'est une des raisons. Une autre raison, il y a certaines banques qui ont des stratégies. Donc elles vont changer de politique et les politiques doivent s'appliquer. Donc par exemple, sur les logements de catégorie G, sur le financement des travaux, des éléments aussi vont vouloir prioriser les anciens clients, ils vont vouloir faire d'autres choses. Bref, il y a plein de changements dans les banques qu'on ne comprend pas. Il y a même un directeur d'agence qui peut être très frileux à l'investissement locatif et du coup veut freiner les investissements locatifs et va vous mettre un refus. Donc il suffit de tomber sur une de ces banques, il y en a plein, et ça va ne pas marcher. Il y a aussi autre chose, c'est que les banques, potentiellement, vous allez tomber sur un conseiller bancaire qui ne veut pas pousser votre dossier, qui va enterrer votre dossier, qui va tout faire en fait pour que votre dossier ne marche pas pour différentes raisons. Ça peut être simplement parce qu'il ne vous apprécie pas, parce que vous représentez, vous êtes jeune, vous représentez quelqu'un qui ne l'apprécie pas, ou je ne sais pas quoi, mais ça peut tout à fait arriver. Il faut retenir que cet élément anti-personné peut vraiment tout changer, hein. Il y a des personnes, par exemple, moi, ça a été mon cas, il y a une banque qui m'a grandement suivi sur beaucoup d'investissements. Et grâce à elle, j'ai pu aller assez loin, j'ai pu aller sur beaucoup, beaucoup d'invests. La majorité des personnes qui vont faire des investissements ici, quand vous allez en faire un paquet, généralement, il y a une banque qui va vraiment vous soutenir et il y a un directeur bancaire, il y a un conseiller bancaire qui va vous soutenir pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, ce conseiller bancaire risque de partir et risque de quitter la banque et du coup, vous n'avez plus avoir accès à lui. Deuxième élément, c'est ne pas gérer son encours. Alors son encours, ça va être l'ensemble des dettes que vous avez auprès d'un établissement bancaire. Alors là, il faut faire assez attention. Il y a des établissements bancaires, surtout plus vous allez dans des endroits où, entre guillemets, les montants d'investissement sont faibles, plus l'encours bancaire sera faible. Donc si vous êtes à Paris, un appartement 100 mètres carrés, ça vaut 1 million d'euros. Donc les personnes, vous leur dites, OK, je veux emprunter 1 million d'euros. Ils ne vont pas vous regarder bizarrement. Ils vont se dire, OK, le gars, il veut acheter un appartement 200 mètres carrés au coin de la rue, ça vaut 1 million d'euros. Vous allez maintenant, là d'où vient mon père, Bourgogne-Franche-Comté, Villers-Sexcel, un petit village. Vous allez là-bas, vous demandez pour emprunter 1 million d'euros alors qu'un appart, ça vaut 20 000 euros. Là, déjà, le banquier va se dire, OK, bon, qu'est-ce qui se passe? 1 million d'euros, pourquoi faire? Et surtout, il n'aura pas, en fait, on le verra après, mais il n'aura pas forcément la capacité à vous donner ça. Ce que je veux dire, c'est que les banques ont un niveau d'encours pour vous, c'est-à-dire le nombre de dettes que vous avez envers eux, et au bout d'un moment, elles ne peuvent pas plus s'exposer à votre profil. Donc même si vous avez une banque qui vous soutient, et généralement ce montant d'encours, ça peut être du 1-2 millions d'euros, c'est généralement dans ces eaux-là, elle ne pourra pas, même si vous avez toujours des capacités pour pouvoir emprunter, même si vous pouvez continuer sur les projets, si vous atteignez ces montants-là, donc 1-2 millions d'euros, voire plus en fonction des banques, la banque ne pourra plus vous suivre, il va falloir diluer son risque à elle, donc allez voir d'autres banques. Gardez toujours ça en tête, parce que même si vous avez une banque qui vous soutient depuis très longtemps, c'est possible qu'à un moment, et ben finalement, cette banque va vous dire non parce que vous avez trop d'encours envers elle. Et moi, c'est exactement ce que j'ai eu avec une banque populaire où j'avais trop d'encours avec cette banque et du coup, après, ça complexifie énormément de choses. Donc, j'avais ramené du flux, j'ai ramené d'autres choses à côté. Mais bon, indirectement, on me disait, écoutez, monsieur Laurent, là, vous avez quand même 3, 4, 5 millions d'encours avec nous. Là, on ne peut pas vous soutenir sur ce projet-là. Alors que c'est une banque qui maîtrise tous mes dossiers, qui a accès à tout, qui voit tous les flux, qui me connaît depuis maintenant 15-20 ans, qui a vraiment tout l'historique. Et bien là, si je veux acheter, par exemple, là, je voulais refinancer un bien, et ben non, la banque ne va pas me suivre parce que j'ai trop d'encours. Donc là, ça peut poser un problème. Troisième élément, avoir des frais de dossier. Alors, les frais de dossier, concrètement, vous allez demander votre prêt bancaire. On va vous faire une offre. Alors, vous allez avoir une banque, en fait, pour demander simplement, vous dire, voilà, moi, j'aimerais bien acheter ce truc-là, acheter ce bien-là. Alors, pour la majorité d'entre vous, donc on verra ça. Donc, c'est pas forcément aujourd'hui alors, si, ça peut être dans les heures pour investir sur les invests locatifs. En gros, quand vous allez voir une banque, OK, vous pouvez la voir aujourd'hui pour dire, OK, bonjour, combien je peux emprunter pour faire un investissement locatif? Et la banque va vous dire, ah, vous gagnez combien, vous avez combien de dépenses, etc. La banque va étudier votre dossier. Bon,
elle va vous donner un montant que vous pouvez emprunter. Sauf que, bon, on verra ça, vous avez d'autres épisodes là-dessus. En général, ce que vous devez faire, c'est qu'on va vous donner un montant, par exemple 250 000 euros. La réalité, c'est que vous pouvez potentiellement emprunter le double. Vous pouvez potentiellement emprunter 500 000 euros. Pourquoi? Parce que si vous arrivez avec un dossier qui est bien ficelé et avec un montant, un immeuble acheté à 500 000 euros et qui dégage assez d'argent pour, quand vous rajoutez cet argent, que vous gagnez 70% de cette somme ou 90% en fonction des banques, ça décale votre capacité d'endettement, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Du coup, ce que va vous dire votre banque, il faut vraiment le mettre en perspective par rapport à ce que vous voulez comme investissement. Donc, allez toujours voir une banque. Bon, vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller demander aujourd'hui comment ça se passe, etc. Mais il faut vraiment aller les voir avec un investissement locatif bien ficelé, une belle présentation, des calculs réalisés pour qu'ils puissent vous donner réellement combien vous pouvez emprunter. Votre banquier, sinon, ne vous donnera pas réellement le bon montant. Alors, on revient sur avoir des frais de dossier. Donc, quand on fait un emprunt, on va aller demander du coup à une banque une proposition commerciale pour une demande de crédit. Donc, la banque va étudier, par exemple, l'offre dont je vous parlais d'un investissement, va étudier aussi votre profil par rapport à ce que vous gagnez, etc. Ça va être une étude généralement, alors ça dépend de ce qu'on va vous demander comme information, mais ce sera une étude de premier niveau qui sera faite au niveau, normalement, du conseiller bancaire qui, généralement, n'a pas de droit de signature, donc ne pourra pas valider votre emprunt. Et là, dans cet élément-là, on va vous dire, OK, il y a toute une case qui s'appelle frais annexes pour l'opération. Et il va y avoir les frais de notaire, les frais d'agence, les frais divers, les frais induits éco-énergétiques, les frais liés au financement. Dans tout ça, il y a quelques éléments où il faut faire attention de temps en temps. Et alors, ils vous les mettent là ou ils les mettent autre part. Ils vous indiquent des frais de dossier. Et en fait, c'est simplement des frais pour que l'agence bancaire puisse se rémunérer. Quand vous avez ça, alors ça peut être des frais liés au financement, mais généralement, dans les frais liés au financement, on va retrouver plutôt ce qui est frais de notaire. Et là, vous pouvez tout à fait négocier pour pas qu'il y ait ces frais-là. Alors, c'est encore une fois une notion d'équilibre par rapport à tout ce dossier. Là, je vais vous donner un peu le cas parfait. Il faut toujours laisser un peu de gras pour que votre banquier puisse gagner sa vie. Mais il y a certaines choses que vous pouvez négocier. Moi, généralement, les frais de dossier, soit j'ai négocié pour que ce soit à zéro, mais ce n'est pas forcément ma priorité de négocier des frais de dossier à 0 euros. Mais en tout cas, vous savez, vous pouvez les négocier tout à fait. Vous pouvez demander 0 euros, il n'y a aucun problème. On passe au point 4, ne pas négocier zéro apport. Alors l'apport, généralement, quand vous faites un investissement immobilier, vous devez mettre 10%. Si vous faites ça plutôt en entreprise, SCI LIS, ce sera du 20 à 30%. Et après, ça dépend en fonction des travaux. Donc si vous avez des travaux importants, maintenant les banques veulent se couvrir en fait contre le montant des travaux et vont vous demander plus d'apport. Il faut savoir que surtout aujourd'hui, moi j'en vois de plus en plus passer, il y a les fameux crédits à 110% qui reviennent, donc c'est-à-dire que vous empruntez la somme et ainsi que les frais de notaire. Donc les frais de notaire et les frais, on va dire bancaires de financement, c'est généralement 8 plus 2%, 8% pour les frais de notaire, 2%, 2-3% pour les frais liés au financement qui vont être les frais de notaire si vous faites une hypothèque, voire un cautionnement. Du coup, la banque, pendant 3 ans, on est passé par une phase où c'était compliqué d'avoir des 110%, et là, les 110% reviennent. Donc, vous pouvez très bien négocier d'avoir zéro apport. Rappelez-vous toujours que le cash, le plus important, c'est que ce soit sur votre compte bancaire pour que vous puissiez le faire travailler déjà, mais aussi faire face à des problématiques. Donc, au lieu de mettre 10 000 euros d'apport dans un investissement immobilier, les 10 000 euros, vous les gardez sur votre compte bancaire, vous empruntez la totalité de l'investissement. Et si vous voulez faire travailler cet argent, ces 10 000 euros, vous les mettez, pourquoi pas en bourse. Là, c'est prendre un risque et ça dépend après de votre allocation de patrimoine. Mais en tout cas, ne mettez jamais d'argent dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que votre intérêt, c'est de utiliser au maximum l'effet de levier. Alors bien sûr, si par exemple vous achetez votre résidence principale, vous vous rendez compte que là aujourd'hui vous avez un loyer de 2 000 euros et que si vous ne mettez pas d'apport, vous allez avoir 2 500 euros de remboursement tous les mois. Bon, là vous pouvez vous dire, ok, je vais mettre de l'apport ou même la banque va vous demander de l'apport. Mais en tout cas, quand vous faites de l'investissement locatif, toujours zéro apport au grand maximum ou essayez de récupérer votre cash. C'est ça qui va vous permettre de continuer à l'avenir. Vous allez faire plusieurs opérations en mettant si possible zéro de cash et derrière, une fois que vous êtes bloqué, vous allez toujours avoir besoin de cash déjà et en plus vous allez pouvoir passer en investissement pro où là vous allez pouvoir effectivement faire des SCI LIS, voire haute triple de structure, mettre 20% d'apport et emprunter le reste. Croire que 35% c'est la limite, ça c'est l'erreur numéro 5. Effectivement, quand on commence, eh ben oui, pour la majorité d'entre nous, 35% c'est la limite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris comment ça marche et en fait, on va faire des investissements qui sont finalement en cash flow négatif, qui vont mettre à risque notre quotidien parce que ça va consommer chaque mois de l'argent. Donc oui, vous allez consommer 200, 300 euros, mais quand vous gagnez 5 000 euros, 200, 300 euros, c'est pas mal. Puis vous arrivez très vite avec les impôts à 10% de ce que vous gagnez, etc., etc.
En réalité, il y a plein de techniques pour dépasser les 35. On peut aller beaucoup plus loin, mais attention, il ne faut pas louper ses premiers invests. Quand on commence dans l'IMO, franchement, votre première. Alors, déjà, le mieux, c'est de commencer quoi qu'il arrive, hein. Faites un invest, et moi, je vous encourage à le faire. Et attendez pas 10 ans avant de faire l'invest, parce qu'en 10 ans, vous allez rembourser la moitié de votre bien pour la plupart des invests sur 20 ans. Et sinon, c'est de bien comprendre comment ça marche et surtout d'y aller et de multiplier les invests. Et après, on pourra dépasser ces 35. Et ne faites pas n'importe quoi avec votre capacité d'endettement au début. Si vous faites des petits invests qui n'ont pas assez de loyer, qui décalent pas assez votre 35, bon, bah, ça va être compliqué. 6. Ne pas manager son banquier. Alors ouais, un banquier, ça se manage. Alors un banquier, c'est pas compliqué, hein. Votre banquier, vous êtes le client de votre banquier, mais oubliez en fait cette notion de client. C'est vous, votre objectif, c'est d'obtenir un crédit. C'est d'obtenir un crédit, de l'avoir dans des bons termes, de bien négocier, d'avoir une bonne relation avec votre banque. Du coup, c'est à vous de manager votre banquier, de comprendre comment il marche, de comprendre comment l'aider à s'organiser, de comprendre quels sont les éléments dont il a besoin et de faire tout pour que les éléments que vous lui fournissiez, ils comprennent exactement ce que c'est et que ce soit simple pour lui. Ça sert à rien, on n'est pas là pour se défausser et dire en mode politique, ah bah oui, non mais je vais envoyer les éléments dans un email, il n'a pas vu, etc. Non, non, là on est, nous, en mode productif. Productif, vous faites tout pour que votre banquier ait tous les éléments et que vous puissiez avoir votre emprunt. On passe maintenant à l'élément 8, échanger avec une seule banque. Et oui, il ne faut jamais échanger avec une seule banque parce qu'on risque de rester bloqué. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'encours, etc. Il y a des moments où même si votre banque elle vous suit sur toutes les opérations, votre conseiller peut tomber malade, peut partir, la banque peut ne pas avoir de fonds à ce moment-là à distribuer. Donc toujours avoir plusieurs banques et surtout penser aux banques locales dans vos investissements. Attention, et moi ça a été le cas, je voulais faire un investissement, à Argenteuil, un immeuble à peu près 2 millions d'euros. Je suis allé voir la BNP avec qui, il y avait mes comptes d'une entreprise, c'était un investissement pro, c'était pour faire un coworking, enfin un co-living, entre guillemets. En fait, j'avais un coworking et je voulais avoir des hébergements avec. Et là, la personne qui était en charge, de, BNP Entrepreneur dans le 14e, je crois, Tourne par là, en gros, m'a dit: «Non mais, c'est où Argenteuil? Ça vaut que dalle là-bas, ça a pas de prix», et cetera. Donc il faut se rappeler que les banquiers ne connaissent que, par exemple, des banquiers parisiens vont connaître que Paris. Et si vous leur dites: «Bon, bah, je vais investir à tel endroit», un endroit, pas même Argenteuil alors que c'est juste à côté, bon, ils vont avoir un avis et vu qu'ils s'ils ont un avis biaisé et qu'ils ne veulent pas vous soutenir dans l'investissement, et ben, ils vont simplement dire non pour vous. Donc attention à ça. 9e point, passer seulement par un courtier. Alors les courtiers, finalement, c'est très bien, ça coûte de l'argent. Alors attention, un courtier pour un financement, ce sera, ben, là, indirectement, alors ça dépend ce que vous demandez comme, type de financement. Si vous voulez un emprunt simple, ce sera grosso modo dans les 3 000 €. Si vous voulez des emprunts plus complexes, donc avec des banques où le dossier est plus complexe à monter, donc par exemple, c'est les banques, qui dépassent les 35 d'endettement, là, ça va vous coûter un montant de l'emprunt, ça peut être de l'ordre de 5 voire 10 du montant de l'emprunt, donc ça peut tout de suite, coûter assez cher. Si vous passez par un courtier, ça peut être bien, mais par contre, ne déléguez pas tout le pouvoir à votre courtier. Il faut que vous compreniez ce qu'il va faire, il faut que votre stratégie bancaire, elle soit faite, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, à vous de vous lancer pour vraiment bien comprendre comment ça se passe et après, potentiellement, sous-traiter à un courtier. 10. Prendre une assurance via banque. Pardon, prendre une assurance vie banque. Alors, ça, c'était tout ce qui est assurance d'emprunt. On le sait, au début, quand on commence, la banque, elle va se rémunérer fortement sur l'assurance de, l'emprunt. Alors là, c'est absolument pas grave. Alors je pense que j'en parle tout à l'heure. Non, j'en parle, ouais, un petit peu plus tard. En gros, c'est très bien de prendre l'assurance, de sa banque pour le moment et après vous allez faire une délégation, vous allez changer de la banque. Pourquoi? Parce que la banque, elle va voir combien elle va gagner sur vous. Quand vous allez signer un emprunt, chez une banque, c'est pas compliqué. Ils vont se dire: «OK, on lui prête à tel taux, on gagne tant et on a une assurance emprunteur qui est de tant, donc on gagne tant». Ce qu'il faut savoir, c'est que ces assurances-là, par exemple, une assurance emprunteur, là, si je prends un dossier que j'ai sous les yeux, qui est un dossier, alors on va emprunter, dites-moi tout, on emprunte, bien immobilier, on emprunte 225 000 euros et une assurance emprunteur, par exemple, sur ces. Alors là, c'est en SCI à l'IR, donc avec deux associés, 100% assurés tous les deux, on va avoir une assurance qui va coûter 34 000 euros. Donc 35 000 euros même. Du coup, là, en fait, la notion de cette assurance, on le verra tout de suite après, donc dans la renégociation des clauses de son emprunt ou prendre une assurance perte d'emploi. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est, OK, on va le prendre cette assurance avec la banque, on va prendre cette assurance emprunteur avec la banque, mais quelles sont les clauses qui sont prises en compte?
Et là, on peut en parler tout de suite. En fait, quand vous faites ce type, d'emprunt, on va vous mettre directement, généralement, des garanties qui sont liées à ces assurances. Alors là, je vais vous les donner. On a une garantie, décès. Donc là, si vous décédez, il y a 100 du capital qui est remboursé. Il va y avoir une garantie, PTIA. Alors la PTIA, c'est perte totale et irréversible d'autonomie. Donc là, ce cas-là, ça intervient quand vous perdez 99 à 100 d'autonomie. Après, vous avez les autres types de garanties, donc incapacité, invalidité permanente totale, invalidité permanente partielle, affection dorsale et psychiatrique sans condition d'hospitalisation, temps partiel thérapeutique et perte d'emploi. Plus on descend dans ces assurances-là, plus elles sont facultatives et plus elles coûtent cher. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce que je viens de dire, donc la garantie par exemple IPT, donc la garantie IPT qu'on avait, c'était incapacité permanente totale. Celle-ci, elle couvre quand on a une incapacité permanente mais qui n'est pas de 100. La garantie IPP, donc celle-ci, c'est ce dont je vous avez parlé juste après, donc invalidité permanente partielle, elle va couvrir quand on est entre 33 et 66 d'invalidité avec la sécurité sociale. Donc là, vous vous rappelez, il y a toutes ces arnaques avec les médecins qui vous disent que vous êtes en incapacité, ce que vous voyez dans les séries en fait. Ça vient un peu de là. Après, vous avez la garantie ITT, incapacité de travail totale. Donc là, c'est quand vous n'arrivez pas, en fait, vous avez une perte de revenus et vous n'arrivez pas en fait à refaire ce que vous gagnez avant, etc., etc. Alors, moi, comme vous, quand j'ai fait mes invests, quand j'ai commencé, j'ai fait un peu des conneries. Bon, pourquoi on commence à investir, on se dit: «Zut, je commence à investir, je suis en train de mettre 300 000 € ou 400 000 € dans un investissement, c'est tout ce que je peux emprunter aujourd'hui. Bon, la vie, moi, je ne sais pas comment ça va se passer». C'est comme quand vous achetez le dernier iPhone, et ça m'est encore arrivé récemment, hein, ça m'est arrivé il y a 2 ans là, il y a 2 ans, je crois. Vous achetez un truc, vous achetez un iPhone, ça vous coûte 1 500 balles, 1 600 balles ou votre Mac et là, on vous dit: «Ah, est-ce qu'il faut prendre une assurance?» Et là, vous dites: «Ah ouais, l'assurance, ça peut être pratique». Bon. Quand vous achetez un bien immobilier, vous dites: «OK, je mets 300 000 balles». Donc et là, on vous dit: «Bon, on va peut-être mettre l'assurance incapacité de travail, problématique dorsale, et cetera, et cetera». Et vous dites: «Oui, bon, je vais m'assurer». Puis vous regardez sur le montant total de l'investissement. Donc là, en l'occurrence, on est, bon, ça fait 10 du montant total. On vous le fait, par mois et par mois, ça fait 51 €. Vous dites: «OK, bon, c'est pas cher pour 51 €». En réalité, toutes ces assurances, bah, quand vous faites du locatif, alors ça dépend de votre condition bien sûr ou là où vous en êtes, mais en réalité, il faut faire péter toutes ces assurances. Pourquoi? Parce que plus vous prenez d'assurance au début, plus votre assurance sera chère et même si vous changez d'assureur, vous allez devoir réassurer aux mêmes garanties. Du coup, si vous mettez, par exemple de la perte d'emploi, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est excessivement cher aujourd'hui. Quand ça a été créé il y a bien des années, on pouvait très bien prendre la perte d'emploi parce que l'assureur, lui, il va regarder simplement sur un échantillon de personnes. OK, c'est quoi la probabilité que vous perdiez votre emploi et que, l'assurance se mette en action pour payer votre logement? Avant, tout le monde, il y avait le plein emploi, ça marchait bien. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué et c'est pas sûr que ça s'améliore. Du coup, là, l'enjeu, malgré ce qu'on croit, ça va être de diminuer au maximum ces assurances-là et de toute façon, on se rappelle que ces investissements alors, si aujourd'hui, vous avez peu de revenus, si aujourd'hui, vous travaillez, qu'aujourd'hui, en plus, vous avez des métiers où c'est susceptible d'avoir des problématiques, d'invalidité, permanente, donc ça va être des métiers à risque avec des machines et cetera. Si en plus alors attention, il faut bien vérifier que c'est bien compris dans l'assurance, encore une fois, faire attention parce qu'il y a certaines choses, demain vous décédez, alors il faut voir dans les clauses d'assurance, mais demain, en fait, souvent il y a des exemptions. Donc demain, vous pilotez un avion, vous décédez, vous allez pas être remboursé. Il faut faire gaffe. Il y a plein de trucs comme ça, donc vraiment vérifier et surtout là-dessus ce que je voulais vous dire, c'est si vous êtes dans un cas où en fait vous avez vraiment pas beaucoup de fonds, vous n'allez pas faire beaucoup d'invest, vous achetez votre résidence principale, bon là, ça vaut peut-être le coup de prendre toutes les assurances pour être sûr que si vous avez un pépin, ça va le faire. Par contre, la majorité d'entre nous qui écoutons ce podcast, nous, on va y aller. Ces problématiques-là, il y a de fortes chances qu'on ne les ait pas. Et surtout, on fait de l'investissement locatif. Donc, quand on fait de l'investissement locatif, ce n'est pas nos revenus qui sont censés couvrir ce que rapporte l'investissement locatif. L'investissement locatif se finance lui-même et même nous rapporte de l'argent. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne peut plus travailler qu'on ne va pas être en faculté d'avoir cet investissement locatif qui tourne. Du coup, voilà la logique. Donc là, on sort toutes ces assurances. Alors, pour vous donner des petits éléments,
et on va les revoir après. Mais bon, c'est dans les 25 points, c'est un petit peu compliqué de les organiser comme ça. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure, sur ces types d'assurances. On passe au point suivant. Ta 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 tam, s'engager à transférer ses comptes. Alors, oui, ça, c'est une grande notion, on me demande ça à chaque fois et je trouve ça assez marrant parce que donc on me dit: «Ouais, Victor, bon, je vais faire mon premier investissement locatif, on m'a demandé de transférer mes comptes, mais si demain j'en fais un autre avec une autre banque et qu'on me demande de transférer mes comptes, comment ça marche?» Bon, ben, déjà, quand vous faites un investissement, effectivement, on va vous demander de transférer vos comptes. Pourquoi? Parce que la banque est très intéressée par avoir vos flux, bancaires. Parce que c'est ça qui permet d'avoir c'est pris en compte, dans leur performance bancaire et aussi ça leur permet, eux, d'emprunter plus de fonds. Bref, il y a un moment où, ben, moi, je suis multibancarisé, donc j'intéresse moins les banques. Je ne sais pas combien j'ai de banques, mais je dois avoir, je sais pas, une dizaine. Je dois avoir une dizaine de banques, et du coup, moi, transférer mes comptes, ça n'a strictement, aucun sens. Transférer, ce que je de dire: «Bon, bah, ça n'a pas de sens» et surtout, là, maintenant, on parle d'un truc de service. C'est-à-dire que moi, ma carte bancaire, elle est chez Boursorama. Boursorama, il y a du positif, du négatif, mais en tout cas, la carte bancaire, je la trouve très bien. Ça marche bien, c'est efficace. La carte bancaire que j'avais avant, quand j'ai ouvert mon premier compte bancaire était au CIC, c'était un enfer à gérer au CIC. Et du coup, quand j'ai fait un emprunt au CIC, ils m'ont dit: «Ah ouais, mais on aimerait bien avoir vos flux bancaires et cetera». Je leur ai dit: «Écoutez les gars, je veux bien, mais en fait la carte bancaire chez vous n'est pas assez, performante. Donc pour le moment, bah, je vais aller, chez Boursorama». Alors après entre nous, si vous êtes vraiment bloqué, si votre interlocuteur vous demande vraiment vos flux, vraiment votre carte bancaire et que c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à passer chez lui quelques mois et après à trouver une meilleure solution et à lui dire que les produits qu'il a actuellement ne vous correspondent pas. Vous pouvez très bien faire ça si c'est un gros élément bloqueur de la transaction. Alors, on passe au point suivant. Le point maintenant numéro 12. Ne pas préparer son dossier bancaire. Alors, attention, on est parti sur le dossier bancaire. Le dossier bancaire, c'est un gros truc quand même. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, donc c'est quoi un dossier bancaire? Quand vous allez emprunter, on va vous demander toujours les mêmes informations et qui sont des informations potentiellement compliquées à récupérer et où ça prend du temps. Et donc là, je vais faire appel à votre administratif. Donc, tous ceux qui ont Gmail, vous créez un drive. Dans votre drive, vous créez un dossier qui s'appelle votre prénom, donc par exemple Victor, et dedans, vous allez créer des sous-dossiers avec tout ce que vous devez proposer à la banque, c'est-à-dire vos 4 derniers bulletins de salaire, votre suivi patrimonial si vous avez des éléments sur vos biens immobiliers, donc ça va être simplement ce que vous encaissez par bien, combien il y a d'emprunts, etc. L'ensemble des emprunts que vous avez avec les tableaux d'amortissement, vos 3-4 derniers bulletins, votre déclaration de revenus et attestation de revenus. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? On a déjà fait un bon tour et après une présentation de simplement qui vous êtes et quel est l'investissement que vous voulez réaliser. Après la domiciliation, donc en fonction de là où vous habitez, donc des quittances de loyer, voire des factures de EDF et JDF. Bref, il vous faudra tout ça, que votre dossier bancaire soit tout le temps prêt et bien préparé et bien structuré pour faciliter la vie à votre banquier, parce que c'est toujours ce qu'on fait, on manage notre banquier. Donc là, on arrive numéro 13, prendre une assurance perte d'emploi. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est sûrement ce qui coûte le plus cher aujourd'hui. Alors, ça dépend vraiment, bon, si vous pensez que vous allez, encore une fois, quand on est dans cette stratégie, donc encore une fois, je parle à des personnes qui sont dans une stratégie de faire des invests et beaucoup. Nous, la notion d'avoir un emploi ou pas, c'est pas forcément ce qui va nous impacter. Donc, on est parti. Ne pas lire les clauses de son emprunt. Et oui, ça, c'est alors, là, par exemple, j'ai une proposition, ça fait 42 pages, et là, il faut lire les 42 pages et vraiment essayer de tout comprendre et voir ce que ça veut dire. Alors encore une fois, donc là, ce que vous avez ce qu'il faut savoir, c'est que les banques vont proposer un certain nombre de garanties qui sont obligatoires chez elles. Attention, ce n'est pas les mêmes garanties obligatoires pour toutes les banques, elles se ressemblent énormément. Et après, attention, parce qu'une invalidité permanente totale dans une banque n'est pas forcément. Les éléments déclencheurs de cette invalidité ne sont pas forcément les mêmes éléments déclencheurs dans une autre banque. Surtout, c'est la même chose avec les assurances. Tout ça, on ne sait pas si ça marche jusqu'au moment où on va tester en fait si ça marche. Donc là, on va se dire: «OK, je m'assure comme ça si un jour, je suis en incapacité à tel niveau et ben, j'aurai mon emprunt payé». En réalité, quand on regarde, comment c'est fait, généralement, bah, il y a des sous-clauses, il y a des éléments qui font que par rapport à son métier ou à d'autres choses, ça ne rentre pas en compte. Donc attention à tout ça. Il ne s'agit pas de croire qu'on prend une assurance pour qu'elle s'applique.
Et surtout, regardez du coup les autres clauses dont on va parler tout à l'heure, sur principalement les indemnités de remboursement qu'on verra ensuite. Numéro 15, ne pas connaître la délégation de sa banque. Alors, la délégation de votre banque, c'est simplement quel est le pouvoir de signature généralement du directeur de l'agence pour octroyer un emprunt directement sans que vous passiez par les risques. Donc, vous avez la banque, va monter un dossier, va récupérer l'ensemble des éléments que vous lui fournissez. Et le directeur de la banque va pouvoir dire: OK, je prête 1 million d'euros. OK, je prête 500 000 euros. Pour les petites banques régionales ou les banques qui sont en région où les montants d'investissement sont de l'ordre de maximum 500 000 euros, ce sera 500 000 euros. Pour les banques à Paris, ça peut monter à 1 million, 2 millions d'euros. Et surtout, demandez quelle est la délégation à votre banque. Si vous êtes en train d'acheter un immeuble à 700 000 euros, que la délégation de votre banque, c'est 500 000 euros, vous savez directement que même si vous avez l'accord de votre conseiller, voire l'accord du directeur de la banque, il faudra passer par les risques et généralement, ça prend un mois de plus de traitement. Et il faut savoir que vous ne connaissez pas les personnes des risques. Les personnes des risques ne vous connaissent pas, donc votre dossier va être présenté par votre banquier. Et la problématique, c'est que potentiellement, il peut y avoir des questions-réponses parce que le dossier n'est pas clair, il y a eu des oublis, il y a un manque de je ne sais pas quel dossier, vous avez donné tel élément et c'est pas clair, on va peut-être vous poser des questions sur l'entreprise où vous travaillez, etc. Donc en tout cas, la délégation, il faut le savoir parce que ça risque de vous bloquer. 16. Croire qu'un oui vaut approbation du dossier. Alors, vos banquiers sont des commerciaux, ils vont essayer de tout faire pour vous récupérer et ils vont penser bien faire les choses en croyant que tout va bien se passer comme les autres dossiers qu'ils ont traités potentiellement, mais ils ne maîtrisent pas tout sur vous, tout sur l'entreprise où vous travaillez, comment vous êtes analysé et vu qu'ils ne sont pas décisionnaires à 100%, généralement ils vont vous dire oui, oui, ça passe, il n'y a aucun problème et c'est quand le dossier est enclenché et qui vont faire passer le dossier que bizarrement, au lieu de vous proposer un crédit à 20 ans, on va vous dire: «Ah bah non, finalement, on peut vous proposer que du 15 ans, il faut mettre 30 000 euros d'apport», et cetera. Et vous, attention parce que ça, indirectement, c'est des techniques de négociation, quoi. Vous bloquez quelqu'un, en plus, vous mettez quelqu'un en face de lui qui est persuadé que tout va bien se passer. C'est terrible. Donc vous rentrez dans un entonnoir et à la fin, on vous dit: «Ah bah non, mais maintenant, c'est ça comme condition». On vous augmente le taux, on vous prend une caution sur tel bien et en plus, vous mettez 30 000 euros d'apport. Et là, si vous avez que cette banque-là avec qui vous avez négocié, bah là, vous êtes archi bloqué. Attention, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et du coup, moi, je vous dis, faites vraiment gaffe à ça. Et surtout, il y a des banquiers ils le font de bonne foi, généralement, la plupart d'entre eux. C'est ça qui est pire parce que vous ne pouvez pas détecter qu'on vous ment. C'est-à-dire que le banquier en face de vous va être sincère, honnête, mais en fait, le système va vous faire emmener dans un truc qui ne va pas fonctionner pour vous. Et donc, vous savez pourquoi j'ai encore un ou deux investissements sur 15 ans avec un petit peu d'apport, comme quoi ça arrive à tout le monde. 17. Ne pas emprunter le bon montant des travaux. Alors, surtout, n'essayez pas de tout faire rentrer pour que ça fonctionne dans le meilleur des mondes quand vous faites votre emprunt. Vraiment, estimez bien les travaux et prévoyez toujours 10% de plus. Je sais que sur les chiffres, c'est pas bon. Au pire, cet argent-là, vous n'allez pas l'emprunter. Mais il n'y a rien de pire que de se retrouver à avoir burné 30 000 euros pour des travaux, que la banque ait emprunté 30 000 euros, que la banque ne vous suive pas pour plus d'argent. Et attention, parce que quand vous demandez ça, c'est rare qu'on vous suive pour vous donner plus d'argent. Et de se retrouver avec son salaire à pouvoir mettre 1000, 2000 balles de travaux supplémentaires tous les mois, à galérer avec des travaux, etc. Il n'y a rien de pire que tout ça. Donc attention, attention à cette partie-là. 18. Ne pas avoir la bonne stratégie de financement. Bon, eh ben là, entre guillemets, ça revient. Alors, c'est un peu dur de faire ça. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où vous allez aller. Donc, quand vous commencez, par exemple, moi, quand j'ai commencé là, à acheter mon premier appart à Paris, mon deuxième à Paris, etc., je ne savais pas combien de biens j'allais avoir à la fin. Je ne connaissais pas tous les modèles de financement possibles. Et du coup, j'ai fait comme j'ai pu. Bon, je suis très content de l'avoir fait. Mais là, aujourd'hui, ça me pose d'autres problèmes, principalement fiscaux. Donc, je paye énormément d'impôts. Alors, je dis énormément d'impôts. En tout cas, à mon hauteur, je paye beaucoup d'impôts. Pourquoi? Parce que j'ai commencé comme ça et ça m'a bloqué sur des financements. Donc, j'ai dû, après, augmenter comment je gagnais, etc., m'associer, machin. Et ça, finalement, on peut passer à côté de tout ça si on a bien adapté sa stratégie par rapport à ce qu'on va réellement faire dans sa vie. Mais ça, c'est très, très, très dur. Pourquoi? Parce que là, par exemple, vous venez avec moi. Je vous coach, ok, on fait un premier invest. Là, on se sent, je ne sais pas si vous allez kiffer l'IMO, je ne sais pas si vous allez en faire 10 ou vous allez en faire 200, quoi. Je ne sais pas. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, je pensais pas. Moi, je pensais franchement acheter un, deux appartes et me dire, ok, j'ai fait un, deux appartes. Je ne pensais pas acheter autant de trucs. Ben, vous, c'est pareil. Il faut aimer ça, il faut avoir l'énergie, il faut rester potentiellement en France si vous voulez faire ça en France, etc. Ça repose sur plein de conditions.
Donc si vous voulez y aller vraiment d'un point de vue hardcore, que vous avez tout pour pouvoir le faire, on peut aller très, très loin. Par contre, ça coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que ça vous demande de vous structurer. Par exemple, vous faites une SCI LS, ça va vous coûter, allez, entre 300 à 1 200 par an. Et ça, c'est des coûts supplémentaires. Sur un seul investissement, est-ce que ça vaut réellement le coup, aujourd'hui de faire ça? Ben, pas forcément si vous allez en faire un et dans certaines conditions, ben, si vous en faites un seul, ça vaut pas forcément le coup. Par contre, si vous comptez en faire beaucoup et que vous dites: «OK, je me lance dans un truc», vous faites vraiment du locatif, vous faites vraiment, de la renta et ben là, une structuration en entreprise peut vraiment servir à quelque chose et dans les premiers mois, bon, ben, tant pis, ça va prendre un petit peu d'argent. 19, ne pas pouvoir moduler de 10 ses mensualités. Alors ça, vous l'avez normalement dans la plupart, des emprunts aujourd'hui. Il faut savoir que dans la majorité et si vous ne l'avez pas, il faut négocier, vous pouvez augmenter ou diminuer de 10 les mensualités. Quand vous faites ça sur, alors il faudrait faire le calcul exact, mais sur, 20 ans ou 22 ans, ça vous rajoute 1 ou 2 ans, 1 ou 2 années supplémentaires de remboursement d'emprunt. Donc ça, c'est bien, ça vous permet d'étaler l'emprunt supplémentaire, ça vous permet d'avoir plus de cash flow aujourd'hui. OK, vous allez payer plus d'intérêts, vous allez avoir plus de cash flow aujourd'hui, ça vous permettra de f c'est et en plus, vu que vous avez plus de cash flow, ça vous permettra d'avoir plus de mensualités pour pouvoir emprunter plus ou pour pouvoir vivre de cet argent-là. 20, assurer à 100 les 2 actionnaires d'une SCI IS ou LIR. Et oui, quand vous avez une société civile, immobilière, il faut être 2. Généralement, ce qu'on va vous demander, automatiquement, la banque va assurer 100 des 2 actionnaires de la SCI. Donc c'est-à-dire que vous avez un bien qui vaut 100 000 €, eh bien on va assurer 100 000 € sur la tête, de Martin et 100 000 € sur la tête de Victor. Et quand vous avez ça, eh ben, moi ce que je vous conseille, c'est de absolument pas assurer à 100 les 2 actionnaires. Là, vous êtes en surassurance à la limite du bien et donc n'assurez pas à 100 ou du moins diminuez au maximum, ce que vous assurez pour, ce bien-là. Numéro 21, ne pas pouvoir bloquer l'emprunt pendant 1 an. Alors ça, c'est très utile, pour, principalement la résidence principale si un jour vous divorcez ou si vous perdez votre emploi, vous avez la possibilité de ne pas rembourser pendant 1 an l'emprunt. Potentiellement, il y aura un remboursement des intérêts. Alors ça permet aussi de décaler l'emprunt d'une année supplémentaire. Donc ça sert dans ces moments un petit peu, difficiles de la vie. Vous pouvez aussi utiliser ce non, remboursement d'1 an d'emprunt pour mettre de l'argent de côté et l'investir quelque part. Attention parce que plus vous prenez de risques, plus vous avez moins de protection pour les autres éléments. Si vous avez du locatif, c'est possible. Alors c'est dans des conditions, ça dépend des banques, ça peut être des conditions assez strictes, par exemple de perte d'emploi et cetera. Mais dans nos vies d'aujourd'hui, je ne sais pas qui va, ne pas passer par une petite case, freelance, Pôle emploi ou entre 2 jobs. Donc indirectement, on va tous être en capacité d'utiliser, cette, faculté de bloquer l'emprunt pendant 1 an et ça permet de reconstituer de la trésorerie, potentiellement de s'exposer à plus de risques, potentiellement d'avoir de l'apport pour faire un nouvel invest et potentiellement de pouvoir continuer. Bref, ça, ayez au moins la faculté de pouvoir le faire. Ça peut vraiment vous aider quand vous êtes dans des phases un peu compliquées, de vie ou sinon ça peut vous aider à faire plus d'invest. Numéro 22, ne pas emprunter avec des entreprises SCI, SAS et cetera. Alors, eh bien, ça déjà, c'est une des techniques qui vous permet de dépasser les 35 d'endettement. C'est-à-dire que là, vous allez être, limité simplement par l'argent que vous mettez dans les entreprises. On va vous demander d'apporter 10, 20, 30 de la somme de l'investissement si l'investissement est à cash flow positif. Donc il va falloir trouver des investissements à cash flow positif. Alors le cash flow positif, là, dans ce cas-là, peut être calculé en fonction de l'apport. Donc si, vous avez besoin de mettre 10 000 € pour avoir un cash flow positif, vous mettez 10 000 €. Si vous avez besoin de mettre 200 000, 500 000 € pour avoir un cash flow positif, vous mettez 500 000 € et la banque vous prêtera le reste. Emprunter avec des entreprises, ça vous permet quand même de segmenter, votre patrimoine, ça vous permet de vous protéger contre plein, d'aléas fiscaux qu'on a beaucoup en ce moment. Attention, ça ne vous permet pas de vous protéger contre tout, sachant qu'ils créent des nouvelles règles aussi pour les entreprises qui ont de l'immobilier. Mais bref, en grande majorité, ça vous protège de ça. Surtout qu'au bout d'un moment, si vous avez tout en direct, la fiscalité directe, personnelle, je pense que c'est ce qu'il y a de pire quand on a de l'immobilier. Donc vaut mieux se protéger avec des entreprises, ça dépend encore une fois de votre cas. Autre chose, emprunter avec des entreprises, ça va vous permettre de faire, sans fiscalité ou très peu de fiscalité, d'envoyer des flux dans d'autres boîtes et ça vous permet de financer d'autres projets. La majorité d'entre vous, vous allez sûrement racheter un site internet, racheter une entreprise, financer, le développement d'un projet parce que vous voulez, pourquoi pas, devenir, influenceur sur les hôtels et développer votre Instagram, payer, des personnes pour développer ça et du coup, d'avoir ces entreprises-là, ça permet de circuler l'argent
et de ne pas payer entre-temps quasiment 50% d'impôts sur ce que vous avez. Donc ça fait x2 finalement sur ce que vous avez. Numéro 23, prendre une assurance incapacité temporaire de travail. Donc là, c'est effectivement ce dont on parlait tout à l'heure. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, là, j'ai sélectionné donc des emprunts de personnes que je coach. Alors pour vous dire le truc, hein, entre la V1 et la V2, donc là, je vais essayer de prendre ça. Est-ce que j'ai la somme totale? Alors c'est peut-être ici. Je vous prends ça tout de suite. Entre la V1 et la V2, on avait un coût d'assurance de 40 000 € et à la fin, on a eu un coût d'assurance de 13 000 €. Donc on a plus que divisé par deux. Donc je vous rappelle, hein, là des personnes que j'ai coachées étaient parties pour prendre ce truc-là au début. Là, on a économisé, vous imaginez, plus de 25 000 €. On a économisé plus de 25 000 € simplement en négociant les clauses et en faisant que ça se passe bien avec la banque, etc. et en demandant un effort à la banque. Donc, mais, tu vois, c'est là je me dis, bon, ok, mon training, il est pas donné. Il est pas donné. En fait, ça dépend comment on le voit. Il est à 4 000 €, ok. Et ben là, ils ont quand même économisé 25 000 €. Et après, avec eux, on a fait 2 invests déjà. Je me dis, dis donc, et ben voilà, là, c'est over deliver. Je me dis, ils ont bien gagné. D'ailleurs, je leur demanderai un petit testimonial. Je vais peut-être les inviter. Je vais les inviter sur le podcast, comme ça, vous les aurez. Bref, donc faites attention à ne pas surassurer vos trucs parce que ça va vous prendre toute votre perf de partout. C'est pareil pour les loyers, les garanties loyers impayés. Ça dépend où vous êtes, ça dépend ce que vous avez. Et il y a des moments où, en fait, ça ne sert pas, ou sinon vous demandez simplement à vos locataires de s'assurer. 24. Ne pas gérer son cautionnement organisme hypothèque. Alors, ça oui. Là, il faut faire attention. Les organismes de cautionnement, pour la majorité d'entre eux, alors ça dépend, il y a toujours des exceptions, mais ils sont là pour vous aider à faire votre résidence principale plus un investissement locatif. Je vois effectivement des cas où ils ont des organismes de cautionnement, où ils ont pas mal d'investissements avec eux et ça continue. Moi, d'expérience personnelle, les organismes de cautionnement, très très vite, m'ont bloqué. Ils m'ont aidé à faire ma dernière résidence principale et après je voulais faire un investissement locatif. Ils m'ont dit: «Ah non, non, c'est pas possible, Victor, c'est pas un bon père de famille, on ne peut pas l'assurer». Bon, du coup, les organismes de cautionnement, ça a des intérêts quand même parce que ça coûte moins cher que l'hypothèque. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? D'un côté, vous allez avoir, parlons de l'hypothèque. Vous avez 2 types, mais grosso modo, ça fonctionne de la même façon. Vous avez une banque, elle a un notaire, vous avez un notaire. Ils vont faire une hypothèque sur votre bien. Donc votre bien, en fait, indirectement, ne vous appartient pas réellement. Il appartient plutôt à la banque jusqu'au moment où vous avez tout remboursé. Ça, c'est le fonctionnement assez classique. Ça coûte effectivement du 3%, 2-3%, donc on est dans du 3-4 000 € généralement de frais d'hypothèque quand on monte ces dossiers. Alors pourquoi ça coûte aussi cher? Bonne question, c'est du travail de notaire. Il y a quand même un peu de boulot, enfin il y a un peu de boulot à faire avec les mairies parce qu'il y a plusieurs documents à récupérer, il faut organiser tout ça, mais bon, il y a cette somme qui est faite, puis c'est forfaitaire, donc c'est un truc d'État. Ça, encore une fois, je ne comprends pas que ce soit forfaitaire, un truc d'État, comme pour les agences immobilières. C'est censé protéger les consommateurs, mais là, je pense que ça fonctionne plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on sait qu'il y a un budget global, qu'il y a un montant fixe. Du coup, bon, bref, ça c'est un autre sujet. De l'autre côté, on a les organismes de cautionnement qui sont des entreprises qui vont se porter caution à votre place. Et si un jour vous ne remboursez pas le bien, bon, votre bien, bien sûr, sera saisi, mais c'est l'organisme de cautionnement qui va payer directement la banque la somme qui est due. La différence entre les deux, donc d'un point de vue financement, ça vous permet plus ou moins de liberté d'être chez un organisme de cautionnement ou d'être chez une hypothèque. C'est pas parce que l'organisme de cautionnement coûte moins cher qu'il faut forcément aller vers l'organisme de cautionnement. L'organisme de cautionnement, généralement, ils sont communs entre plusieurs banques. Et ce que ça pose comme problème, c'est que si on vous dit non dans un organisme de cautionnement, potentiellement, on va vous dire non pour plusieurs banques. Donc, par exemple, vous avez la SACEF, bref, vous avez des organismes de cautionnement. Vous pouvez aller dans une autre banque, on va dire bah non, nous on passe que par l'organisme de cautionnement et du coup, vous ne pouvez pas. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire de votre stratégie, potentiellement l'hypothèque, ça peut être intéressant, l'organisme de cautionnement, ça peut être plus intéressant, ça dépend de vraiment ce que vous allez réaliser. Si vous faites beaucoup d'invest, attention, l'hypothèque sera grandement à faire au bout d'un moment et souvent assez rapidement. 25. L'indemnité de remboursement. Eh bien oui, là, ce qu'il faut vraiment négocier, c'est de ne pas avoir d'indemnité de remboursement quand vous remboursez de façon anticipée votre prêt. Et oui, attention, ça peut monter. Alors, normalement, c'est codifié. Je crois ça peut aller jusqu'à 10%. Donc, disons que vous avez 100 000, il vous reste 100 000 € à rembourser. Vous voulez rembourser 100 000 € en amont, ça va vous coûter 10 000 € d'intérêt de faire ce remboursement-là. Donc, ça, surtout, négocier ça. Pourquoi? Ça dépend de votre stratégie. Nous, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on va aller chercher un maximum de dettes sur du temps très long. Mais en fonction de votre stratégie, de comment vous le sentez, de votre gestion du stress, de votre gestion du risque, ça peut toujours être utile d'avoir un bien qui est déjà remboursé à 100%. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai. J'ai remboursé de façon assez forte un bien immobilier que j'ai à Paris. Pourquoi j'ai fait ça?
simplement pour avoir un dossier qui est plus sexy pour les autres banques et pouvoir aller chercher plus de dettes derrière ça et aussi avoir ma sécurité si un jour, il y avait un peu trop de pépins sur l'ensemble de mes opérations. Eh bien, on a déjà passé quasiment 1 heure ensemble sur les 25 erreurs à ne surtout pas commettre pour financer votre locatif. J'espère que c'était top. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Insta, sur LinkedIn. Moi, je suis toujours dispo pour échanger avec vous. J'essaie de faire au maximum. Si je ne vous ai pas répondu, continuez. Je continue à faire ça. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur le podcast, ça aide beaucoup. Si vous avez des sujets, des éléments, si vous voulez qu'on discute, ben, n'hésitez pas. Je fais plusieurs lives les lundis soirs sur l'Investimo où je réponds plus concrètement à des questions. Alors, c'est des lives qui durent 1 à 2 heures, donc on fait du focus. Parce que là, vous avez vu, on peut passer enfin, je pense qu'on a été assez. Il y a eu pas mal de valeur lors de cet épisode. On peut passer 1 heure là-dessus. On peut après creuser chacun des détails. Donc, ça peut aller très, très, très loin. En tout cas, moi, je vous dis à très vite. Je vous dis à la semaine prochaine. Et bonne semaine et bons invests. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.